college freshmen were as homesick as could be. They shed their tear for Mother dear until they couldn't see. But Mother this and Sister that and Mother dear some more. Till one of them jumped up and threw his glass upon the floor. Rah, rah, rah! What's the matter with Father? He's all right. What's the Mon nom est John Legrasse, et je suis, ou plutôt j'étais, inspecteur de police à la Nouvelle-Orléans. Nous sommes le 3 mars 1908, et cela fait plus d'une année que cette affaire me hante. When Daddy came to visit us, said, son, now be a sport. We'll take some girls to supper and we'll have a little sport. The evening passed along and... C'était le 1er novembre 1907. Depuis plusieurs semaines, les groupes de squatteurs qui vivaient dans le coin sud du bayou affirmaient que beaucoup des leurs avaient disparu, des femmes et des enfants surtout. Ils affirmaient que c'était l'œuvre d'un vaudou terrible selon leurs propres termes. Le marécage résonnait de bruits de tambours, de chants étranges et de cris d'agonie. La nuit, on pouvait même apercevoir des feux en plein cœur de la forêt. Je venais d'être nommé inspecteur, et ma première tâche consistait à faire une descente dans le bayou pour mettre fin à ces agissements. Je réquisitionnais 2 calèches et une automobile, et me fis accompagner par 20 de mes gars. Ma vie à la Nouvelle-Orléans m'avait appris à me méfier des locaux, surtout lorsqu'il était question de rites païens. Il était aux alentours de 5h de l'après-midi lorsque nous arrivâmes en bordure du marécage. Nous étions guidés par un des squatteurs venus nous chercher pour mettre fin à leur cauchemar. Le temps était maussade, et la brume commençait à se former. Très vite, nous dûmes abandonner nos véhicules et patauger à pied dans le marécage. Les racines tortueuses, les lianes et les champignons contribuaient à ralentir notre avancée. Mais le pire, c'était l'odeur constante de putréfaction qui s'insinuait partout. Enfin, après ce qui nous parut une éternité, nous arrivâmes aux premières huttes des squatteurs. La nuit commençait déjà à tomber. Au loin, on entendait un étrange tam-tam, et des cris à vous glacer le sang. Les locaux paraissaient terrifiés et misérables, et malgré nos injonctions, aucun ne voulut nous accompagner plus loin. Sans guide, nous continuâmes tout de même notre avancée vers la source du culte. Il régnait une obscurité abyssale, et nous étions sans doute les premiers blancs à nous aventurer dans cette région. Plus nous avancions, et plus les cris se faisaient inhumains. Le son des tambours et des chants plus puissants. Seul un fou serait en mesure de comprendre ou de reproduire la cacophonie que moi et mes hommes entendirent ce jour-là. Pourtant, il me semblait discerner dans ces hurlements des mots. Une sorte d'incantation prononcée dans un langage depuis longtemps oublié, et en des sons qu'un homme ne pouvait produire. Sur le moment, ces plasmodies me glacèrent le sang, et j'eus l'impression de revenir à des âges sombres où nous n'étions encore que des proies. Enfin, nous atteignîmes la clairière, et le spectacle qui s'offrait à nos yeux nous paralysa. 4 de mes hommes perdurent immédiatement connaissance, et un 5e, Lamblin je crois, s'enfuit à toutes jambes dans les bois. Aveuglé par le brasier qui illuminait l'endroit, et par l'horreur de la scène, il me fallut un certain temps avant de comprendre ce que je voyais. L'espace devait représenter 400 mètres carrés, et était totalement dépourvu d'armes. Autour du feu, une horde monstrueuse d'êtres humains se tordait, hurlait et bondissait dans une sorte de ballet dément. Tous étaient nus, et semblaient plus proches de bêtes affamées que d'hommes normaux. Au centre du feu, un immense monolithe de granit noir se dressait, avec encastré à son sommet une étrange statuette. Tout autour, 10 échafauds formaient un cercle bordant la clairière, où étaient pendus la tête vers le bas les corps mutilés des squatteurs disparus. Galvez, un policier hispanique, parvint à murmurer à travers ces tremblements qu'il entendait une réponse à la mélopée des sauvages dans la forêt. Nous fûmes alors tous saisis d'une sorte d'électrochoc, et nous firent feu, sans sommation sur ces monstres. 5 de mes gars perdirent la vie pendant la bataille, et 2 autres furent blessés. Au final, nous réussîmes à faire 47 prisonniers parmi les cultistes. Je ne sais pourquoi, mais je décidai alors d'emporter la statuette étrange du monolithe, afin d'essayer d'en apprendre davantage. Les interrogatoires du groupe durèrent plus d'1 semaine, afin de tenter de comprendre cette folie. À force de menaces et de persévérance, nous finîmes par apprendre qu'il s'agissait plus que d'un simple fétichisme, mais d'un culte beaucoup plus ancien et enraciné. Ils adoraient, selon leurs propres termes, les grands anciens, des êtres venus du ciel il y a plusieurs millions d'années, et aujourd'hui disparus au fond des mers et dans les entrailles de la terre. Bien que morts, les esprits des grands anciens avaient transmis des secrets aux premiers hommes, qui en retour avaient fondé ce culte qui ne s'était jamais éteint. Les cultistes attendaient que le grand prêtre Cthulhu sorte de sa noire demeure, la puissante cité de R'lyeh, au fond des eaux pour régner à nouveau sur la terre. La statuette que j'avais récupérée représentait ce fameux Cthulhu, mais l'on ne put rien tirer d'autre des prisonniers. 2 furent jugés assez sains d'esprit pour être condamnés à la pendaison, les autres furent envoyés auprès de différentes institutions.
Aujourd'hui encore, j'ignore comment interpréter ces événements. La statuette est toujours en ma possession, mais je la garde sous clé car sa vue provoque en moi une peur indescriptible, et j'ai parfois l'impression qu'elle pourrait s'animer. Je dois d'ailleurs me rendre à un congrès dans les prochains jours pour la faire examiner. Mais j'ignore si je serai encore vivant pour le faire. Depuis maintenant quelque temps, j'ai la certitude d'être suivi. Et je sais que le culte que nous avons découvert n'est que la partie immergée d'un iceberg. Dieu me pardonne, mais je crains de plus en plus les ténèbres et la solitude. Car la nuit, il me semble entendre l'appel de ces fameux grands anciens. John Raymond Legrasse, le 3 mars 1908 à la Nouvelle-Orléans, État de Louisiane, USA. What's the matter with Father? He's all right. What's the matter with Father's hair is white? Oh, there was never a bacon share between your dad and the bacon bear. What's the matter with Father? He's all right. Now, Father was a doctor and a specialist to see, while Mother slept his midnight calls made up